État de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie depuis des années à des conflits sanglants. Il est entré en vigueur jeudi 6 mai 2021. Par cette décision, le gouvernement de la RDC est plus que déterminé à mettre fin à cette guerre de prédation. Tout en saluant la décision courageuse du président de la République, certains gomatraciens s'inquiètent plutôt sur ses conséquences sur le plan socio-économique. Et puis dans les tout prochains jours, l'axe routier qui quitte Idiofa dans le Kwilu va connaître le lancement des travaux pour sa réhabilitation et construction. Et c'est grâce au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités sur financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Des experts conduits par cet établissement public étaient sur place pour des études de faisabilité. Le développement de ces titres et tant d'autres, c'est dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement, dans une présentation signée Muriel Loutina Makese. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. L'actualité reste encore dominée par la situation d'état de siège de 30 jours décrétée par le chef de l'État dans le Nord Kivu et l'Ituri. C'est depuis le jeudi 6 mai 2021 que les officiers militaires et policiers ont pris officiellement leurs fonctions en remplacement des autorités civiles durant cette période. Sur place à Goma, notre correspondant permanent au Nord Kivu, bienvenue Mwela Mukendi, est descendu dans les rues de la ville volcanique pour recueillir les avis de la population quant à l'application de l'état de siège dans les Nord Kivu et l'Ituri. Suivez. Après l'annonce et la confirmation de l'état de siège par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est l'agitation et des avis qui divergent au sein de la communauté des bases dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma. Pour l'analyste économique Deo Bengeya, administrateur à l'IEC Goma, l'état de siège est un mode de gestion exceptionnel qui limiterait des mouvements des commerçants comme il se faisait avant, de poursuivre en disant que la vie doit continuer. En fait, l'état de siège qui est déjà prononcé et dont les dispositions pratiques sont en train d'être mises sur pied, c'est un mode exceptionnel de gestion de ces deux provinces qui sont concernées jusqu'à ce jour. Et par rapport sur le plan économique, il est vrai qu'il y aura des restrictions au niveau des mouvements de personnes, au niveau de certaines libertés des personnes, parce que c'est un mode de gestion exceptionnel, mais il faut que la vie continue. Et nous avons besoin que la vie puisse continuer. Et à ce titre, les activités économiques doivent continuer, mais ne pourront plus être exercées avec toute liberté comme ça se faisait avant. Et donc, il faudrait que les opérateurs économiques puissent prendre des dispositions utiles pour pouvoir s'adapter à ce nouveau monde. Par exemple, des sorties qui peuvent être restreintes, ça dépendra des mesures d'accompagnement. Mais nous insistons pour que la vie continue et que nous ne puissions pas connaître une crise économique dans ces deux provinces, que les mesures d'accompagnement tiennent compte de la vie économique dont on a besoin pour poursuivre avec les activités. Pour le député provincial Alexis Baunga Elide Massissi, le président de la République représente le peuple congolais. À ce titre, il prend la décision au nom et pour le compte du peuple congolais, mais il aurait souhaité que le président puisse passer par l'état d'urgence que par l'état de siège pour le renforcement des pouvoirs de l'autorité civile dans les deux provinces. Le président de la République représente le peuple congolais. À ce titre, la décision qu'il a prise, il l'a prise au nom et pour le compte du peuple congolais. Je ne peux qu'être pour sa décision. Et je ne peux pas commenter la décision qu'il a prise. Cependant, s'il s'agissait que de moi, je pourrais suggérer, au lieu qu'on passe par un état de siège, on a un état d'urgence qui serait
le renforcement des pouvoirs de l'autorité civile, la restriction de certaines libertés fondamentales, au lieu de passer par un état de siège qui pratiquement met en recul la démocratie qui est là, parce que connaissant bien ce qui se passe sur le terrain avec notre armée, beaucoup d'officiers sur le terrain se comportent à roiteler. En tout cas, ils sont accusés de beaucoup d'infractions, de beaucoup de fautes, ils commettent beaucoup d'exactions sur les civils. Et donc si nous entrons avec cette même armée, avec la même composition, avec les mêmes officiers sur ce terrain, en tout cas, je suis de ceux qui pensent qu'ils pourront commettre beaucoup d'abus sur la population. S'agissant de certains jeunes gomatraciens et citoyens de la province du Nord Kivu, qui n'ont pas manqué à donner leur sens de compréhension par rapport à l'état des sièges, pour quelques-uns, ils sont pour et prêts à accompagner le gouvernement national et provincial, et d'autres sont contre l'état des sièges. L'état des sièges, c'est constitutionnel, c'est-à-dire que le président n'a pas fait défaut, ce n'est pas une erreur, c'est constitutionnel. Et dans l'histoire de notre pays, cette chose, ça s'est passé encore, c'est arrivé encore en 1996. Au temps du président Mobutu. C'est-à-dire que c'est une mesure lorsque les choses ne marchaient pas, surtout à cause de la guerre qui se passe en Ituri et au Nord Kivu. Nous devons tout simplement nous accorder avec la gouvernance qui sera en place, parce qu'il faut que la population comprenne que l'état de siège exige aussi une restriction de certains droits, comme la manifestation, des manifestations, tout ce qui peut s'en suivre, les droits qu'on peut reconnaître à certains individus dans la société. C'est-à-dire que la population, nous devons s'allier avec la gouvernance pour que la paix soit totale et pour que notre pays puisse aller de l'avant. Signalons que l'état des sièges est proclamé sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une durée de 30 jours à dater du jeudi 6 mai 2021. Entre-temps, le diplomate helvétique Daniel Freyhofer, chef de mission adjoint à l'ambassade de la Suisse en République démocratique du Congo, a annoncé qu'un budget d'aide humanitaire de 15 millions de dollars américains sera accordé par la Suisse en faveur de la population vulnérable de la partie est de la RDC. Cette information a été livrée au cours d'une audience de ces derniers auprès du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga. Ainsi, ce budget d'aide humanitaire initialement prévu à hauteur de 8 millions de dollars américains a été revu à la hausse. Et puis, dans le sud de la RDC, les éléments de la direction provinciale de douanes et accises du Katanga ont démantelé un réseau des faussaires à Kasumbalesa. Le malfrat livré en parallèle et frauduleusement de déclarations simplifiées à l'importation. Mesdames et messieurs, retour à Kinshasa pour parler des réformes dont l'une qui mérite son pesant d'or est la mise en place par les gouvernements congolais à travers les comités techniques de suivi et évaluation des réformes des finances publiques, CETER, et dont les retombées se font déjà sentir dans la caisse de l'État. Il s'agit de la chaîne informatisée de la recette publique avec les logiciels Isis Régie et Logérad, lesquels permettent aux régies financières de lutter efficacement contre le coulage des recettes publiques, la fraude et la contrebande. À cet effet, je vous propose de suivre le témoignage du directeur informatique de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, Jean-Grégoire Mpinga Momboulé, qui nous explique combien les logiciels Isis Régie et Logérad ont contribué à l'amélioration des recettes non fiscales de l'État. On l'écoute au micro de Michel Wangi Lokwa Ngiwa. Lorsqu'on parle des chaînes de la recette informatisée, il s'agit de mettre en place des outils informatiques qui permettent aux trois régies de gérer de manière automatique les procédures des recettes à la fois de la DGRAD, de la DGDA et de la DG. Mais maintenant, comme les trois services, les trois régies n'ont pas les mêmes procédures, et n'exécute pas la recette de l'État avec les mêmes lois, les mêmes règlements, il va falloir maintenant imaginer, élaborer des systèmes d'abord autonomes
de chacune des régies. Et à un deuxième niveau, on va pouvoir les interfacer afin de canaliser la recette du Trésor vers la même caisse. Ça, c'est d'un point de vue général. Mais maintenant, lorsqu'on doit élaborer ou mettre en place cette chaîne de la recette, cette vision de la chaîne automatique de la recette de l'État, il va falloir maintenant, il avait fallu faire des états des lieux, voir ce que nous avons dans chacune de nos régies. Les états des lieux ont été bien menés et ça nous a permis d'identifier les différents besoins par rapport aux outils informatiques qui devraient être mis en place et qui feraient que, in fine, ça donnerait la vision de la chaîne automatisée de la recette. Alors, quels sont ces besoins qui ont été identifiés? Il s'agissait des besoins en logiciel, des besoins en infrastructure, des besoins en formation, parce qu'on ne peut pas mettre en place des outils très performants sans pouvoir remettre à niveau nos informaticiens. Le plus grand besoin au départ de tout cela, c'était qu'il fallait avoir un schéma. Comment on devrait procéder. Et en matière informatique, ça s'appelle schéma directeur informatique. Donc on a élaboré le projet avec l'apport des techniciens des régies, se sont mis en place et le projet a conduit ses études et on a élaboré des schémas directeurs. Au jour d'aujourd'hui, chacune des régies dispose d'un schéma directeur, c'est-à-dire d'un document qui donne les orientations stratégiques, les spécifications des équipements ou bien des logiciels que nous devons avoir et comment faire, comment planifier les choses jusqu'à aboutir à la réalisation des systèmes performants, tout en prenant soin de former les gens à l'intérieur ou ailleurs. Maintenant, ces schémas existent. Ça, c'est un résultat que nous avons obtenu dans le cadre de l'interfaçage des régies financières. En ce qui concerne la DGRAD, comme vous le savez, notre spécificité qui nous diffère des autres régies, c'est que nous travaillons avec tous les ministères du gouvernement. Tous les ministères du gouvernement qui produisent des documents, qui donnent des agréments, des autorisations, et qui posent des actes qui sont payants, c'est-à-dire qui donnent de la recette à l'État. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez aller acheter un passeport, c'est payant. C'est une recette de l'État, non fiscale, du ministère, mais que la DGRAD encadre. Vous avez besoin d'un permis de conduire, c'est le ministère. Le travail va commencer au ministère. Mais la recette qui va entrer, c'est canalisé par la voie de la DGRAD et non par celle de la DGI ou de la DGDA. La Direction générale des impôts DGI a créé les plafonds de ses assignations du mois d'avril 2021 en mobilisant un peu plus de 1100 milliards de francs congolais. Invité de l'émission spéciale Fiscalité et Développement, l'inspecteur coordonnateur à la DGI, Edi Moudiani, a parlé des facteurs qui ont concouru à l'atteinte de ces résultats satisfaisants. On l'écoute au micro de Jérôme Sekana Penepapa. Vous savez, c'est un miracle comme vous le dites, parce qu'arriver à ce niveau, mobiliser plus de 500 millions de dollars américains en un mois, ce qui à l'époque constituait tout un budget annuel, à une certaine époque dans notre pays, vous s'en souviendrez. Oui, il y avait 300 millions le budget. Mais voilà. Donc, il y a trois facteurs qu'il faut considérer et que nous avons mis en marche pour arriver à ce niveau. Il y a d'abord le facteur de leadership de nos autorités. Les autorités de tutelle, vous les connaissez très bien. Nous avons un DGA, enfant maison. Oui, oui, deux DGA, Yav Goyav et Tinedon, que je salue en passant. C'est ça, c'est les trios qui forment la haute hiérarchie de l'administration fiscale, comme vous voulez bien les dire. Voilà. Vous les appelez. C'est les trios gagnants. Et puis, la deuxième chose, c'est la connaissance du terrain. Quand on veut faire un grand challenge, on doit connaître le terrain. Et ces trois-là, avec l'équipe de tous les directeurs, ce sont des gens qui connaissent le terrain.
Et quand on connaît le terrain et qu'on a un bon leadership, tout ce qui reste, c'est la volonté. Et la volonté y est. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau qui, en fait, ce n'est qu'un point dans un programme annuel que nous avons parce que nous sommes fixés l'objectif. Vous voulez dire que il y a d'autres, les performances ne sont qu'au début? Nous ne sommes qu'au début et ce n'est qu'un premier pas. Parce que si vous vous souvenez la fois passée, je vous avais dit le grand challenge sera au mois d'avril. Parce que si on arrive à réussir le mois d'avril, il n'y a plus les raisons de... Oui, c'est l'échéance la plus importante. Oui, c'était ça. Parce que, comme vous l'avez dit à votre introduction, nous sommes arrivés de maîtriser la TVA. Il reste un préalable majeur, nous en parlerons, qui va nous permettre de bien maîtriser la TVA. Et nous avons maîtrisé l'IBP. Et voilà pourquoi je peux dire que nous sommes sur le banc. Autre chose, à présent, la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé le vendredi 7 mai 2021 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa une journée de réflexion et d'échange sur la vision managériale du bras séculier du gouvernement congolais en matière de financement des projets industriels en RDC. Cette matinée a connu la participation de la haute direction du FPI ainsi que de cadres et agents de cet établissement public. C'est un reportage de Jocelyn Babalomba sur les images de Céline Bumba, Angela Nilagrasse. C'était un véritable cadre de réflexion et d'échange qui a réuni cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour faire une autopsie sans complaisance sur la vie et la bonne marche de leur institution. Lors de cette rencontre, toutes les questions liées au financement des projets dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo ont été au menu des échanges. Mais les FPI continuent à financer plusieurs projets du nord au sud, de l'ouest à l'est, grâce à la vision managériale de son équipe dirigeante. Les FPI est devenu aujourd'hui les joyaux de la République démocratique du Congo. Les programmes présidentiels de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités sociales initiés par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, restent au centre des défis à relever par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Nous étions au cœur du programme de la relance économique post-Covid. Nous sommes maintenant au centre du programme de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, programme cher au chef de l'État. Cela nous rappelle l'ampleur des défis à relever ensemble en tant qu'entreprise pour atteindre les objectifs fixés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Or, pour atteindre les objectifs ensemble, on doit avoir la même vision. Or, on ne peut avoir la même vision si on n'a pas la même source d'information ou si on n'a pas la même compréhension des différents sujets et concepts. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'opportunité de ne pas avoir plusieurs sources d'information, mais une seule source d'information qui est la direction générale, pour répondre à nos préoccupations, à nos questions sur la vie, la survie et les perspectives d'avenir de notre institution. Le directeur des projets a passé en revue les différentes missions et objectifs. Le FPI aujourd'hui est un acteur majeur dans l'économie de notre pays. Nous sommes vraiment dans notre mission de bras séculier du gouvernement. Je ne vous cacherai pas, et ce n'est pas un secret, combien aujourd'hui le Fonds de promotion de l'industrie est sollicité pour intervenir dans différents domaines. Nous avons fait un grand pas, mais il faut le poursuivre. Et toutes ces réformes qui ont été engagées doivent arriver à leur finalisation. Nous avons fait une grande partie du chemin, mais je rappelle qu'il y a encore le système d'information, il y a encore beaucoup de choses d'organisation, et notamment, nous avons défini nos objectifs dans nos budgets, à savoir mobiliser plus pour financer mieux. Et ça, c'est un objectif qui va nous poursuivre tout le temps. Une société qui avance est celle qui est dotée d'une vision, a rappelé le directeur général du FPI, Patrice Kitebiki-Bolmvoul, au cadre et agent de son établissement. De la vision de l'institution et de la théorie du changement, pour que nous puissions tous avoir au moins la même information, à défaut d'avoir la même vérité. Jamais les humains ne pourront avoir
une même perception de la vérité, parce que la vérité, elle est à un moment donné déterminée aussi par ce qu'on appellerait l'intelligence émotionnelle, nos émotions, nos sentiments, nos forces, nos faiblesses, nos défauts dans la perception des sentiments, de la réalité. Tout cela fait que c'est extrêmement difficile, avec des valeurs différentes, de pouvoir avoir la même perception de la vérité. Et d'ailleurs, nul n'ignore qu'aujourd'hui, les cadres et agents du FPI sont devenus les soldats du développement de la République démocratique du Congo. Ces derniers se disent déterminés à accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la matérialisation de son programme axé sur la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales à travers l'ensemble du territoire national congolais. voilà, je pense que... Restons toujours au fond des promotions de l'industrie FPI pour vous dire que les études de faisabilité des infrastructures de la deuxième phase du programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et la réduction des inégalités vont bon train. Les experts du FPI, les consultants et différents ingénieurs se sont rendus dans la province du Kwilu dans le cadre des études de faisabilité pour la réhabilitation et la construction de l'axe routier Kikwit-Idiofa. Reportage de Priska Sekanaki Nzonzi et Guilhem Mozembe Dengonzak. Après l'espace Grand Kassai, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, composée aussi de quelques experts en travaux publics, a effectué une mission dans la province du Kwilu. Elle est allée identifier le site, prélever les mesures géodésiques fiables et effectuer un sondage par drone, l'axe routier Kikwit-Idiofa, pour la réalisation des études de faisabilité relatives aux travaux de réhabilitation et de construction de ces tronçons. Nous avons fait, pendant près de 7 jours, nous avons fait le relevé de Kikwit jusqu'à Idiofa, en passant par la route nationale numéro 1. C'est ça qui va permettre de relier le pays et qui va contribuer à ce que les paysans, les populations puissent faire sortir leurs marchandises, les écouler et les populations de se mouvoir d'une province à une autre. Longtemps délaissé, dans un état de détérioration, l'axe routier Kikwit-Idiofa se trouve aujourd'hui dans les priorités des priorités de la RDC pour un grand bonheur des ressortissants de cette contrée qui souhaitent mordicus la concrétisation de ces projets. Congo kotoma yokwena na ntwala ovanda civilisé un peu na bakwen nyos sambeta wabete dilangela mengi muge wakese munde vraiment nzami kana bome sadila beto njila muge wakese nge mwana katua Kikwiti kwena na Kinshasa njila ke bien ba mama ke teka babima na bona njila ba kamio ke kanyisa awaya mume kwi mwana diaka beno tiba pare yai ne bete tesa njila muge na kuwaka kese mingi. La construction d'une route rigide entre Kikwit et Idiofa aura un impact socio-économique assez colossal dans la province du Kwilu, réputée pour ses valeurs agricoles. Cela favorisera aussi la connectivité entre cette région et les autres coins de la RDC. L'évacuation de produits issus de l'agriculture locale s'effera de manière fluide et en temps raisonnable. Sous l'impulsion du président de la République, le Fonds de promotion de l'industrie FPI pourra, dans les jours à venir, s'activer dans le processus de concrétisation de ce projet. Toujours dans le cadre de la deuxième phase du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, les experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI et quelques consultants sélectionnés pour la prospection devant conduire aux études de faisabilité pour la réalisation des infrastructures ont bouclé leur séjour de près de 2 mois dans l'espace Grand Kassai. Sur le terrain, ils ont été sur les axes routiers Mbujimai-Kabinda, Mbujimai
Mbujimai Ngandajika et Benadibele Lodja. Ces prospections les ont également conduits au port de Lusambo et de Benadibele dans les Sankourou. La réalité du terrain est dramatique, comme vous allez vous en rendre compte dans ce reportage commenté par Ruben Mayoni Nsiakiyunga sur les images de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Sur les routes difficilement praticables, sur la terre ferme et sur les eaux, ces experts du FPI et des consultants sélectionnés ont bravé tous les dangers afin de mener des prospections devant conduire aux études pour la réalisation des infrastructures dans le cadre de la deuxième phase du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités. Conformément aux instructions du président de la République, le FPI travaille déjà sur cette seconde phase du programme présidentiel ciblant les provinces du Sankourou, de la Lomami, du Kwango et du Kwilu. Première étape de prospection, la route Mbujimai-Ngandajika, longue de 80 km. Une route de desserte agricole qui nécessite une réhabilitation et modernisation afin de faciliter l'interconnexion des provinces du Kasaï oriental et de la Lomami. Deuxième étape, le port de Lusambo dans le Sankourou. Embarqué à bord d'un canot rapide, naviguant plus de 5 heures sur les rivières Loubi et Sankourou, ces ingénieurs ont mis 2 jours pour effectuer les études géodésiques et bathymétriques de la rivière Sankourou. Mêmes études effectuées au port de Benadibele dans l'objectif d'une réhabilitation et modernisation des 2 ports dans un futur très proche. François Ampouila, directeur adjoint aux études du FPI, est aussi le team leader de ce projet. Nous avons fait 50 jours dans le Grand Kasaï, mais c'était des 50 jours de douleur parce que le travail que nous avons fait, on a rencontré des contraintes, des difficultés énormes d'accessibilité. C'est ce qui justifie même ces programmes de réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté. La route Mbujimai-Kabinda, c'était très difficile. Nous avons fait un effort, on a fini. Nous sommes revenus, on a fait l'eau, Ndomba, Lusambu, Lusambu Benadibele, mais pour atteindre l'Odia par Benadibele, c'était impossible. Il faut que ce programme aboutisse parce que sans l'intégration de l'espace national, il est difficile que nous puissions même parler avec faveur de l'intégration africaine. Les ingénieurs devraient aussi procéder au sondage par drone et au prélèvement des mesures topographiques sur la route nationale numéro 7, dans son axe compris entre Benadibele et Lodja, longue de 150 km. Compte tenu de l'impraticabilité de cet axe routier fortement délabré en cette période pluvieuse, l'équipe n'a pas pu progresser, contraignant ainsi les ingénieurs de rebrousser chemin 7 km seulement après. Et puis, ici, à Kinshasa, une vingtaine d'analystes du Fonds de promotion de l'industrie FPI sort d'une formation de 2 semaines organisée par la haute direction de cet établissement public. Elle a porté sur les nouvelles méthodes d'analyse et de supervision des projets afin de leur permettre d'améliorer l'analyse économique et financière des différents projets à financer. 3 modules importants ont fait l'objet de cette formation, à savoir l'évaluation, la méthodologie de supervision efficace et efficiente, ainsi que les rapports d'achèvement des projets financés. C'était du 19 avril au 3 mai 2021 au cercle Elaïs dans la commune de la Gombe. Geneviève Mizegele Katengezia et Céline Bumba Angelani pour plus de détails. Objectif poursuivi dans cette formation de 2 semaines, renforcer le niveau des analystes du Fonds de promotion de l'industrie FPI sur les nouvelles méthodes d'analyse des projets. L'évaluation, la procédure, la méthodologie de supervision efficace et efficiente, ainsi que les rapports d'achèvement des projets financés sont les principaux modules ayant fait l'objet des enseignements au cours de ces assises. Les nouvelles méthodes acquises permettront à ces analystes venus des 3 directions de cet établissement public d'améliorer les rendements à hauteur des enjeux de l'entreprise. C'est une formation très importante parce que ça nous a aidé à compléter un certain nombre d'éléments que nous ne maîtrisions pas, parce que nous avions toujours été interpellés lors de défense des projets et même par moments des échecs de certains projets, parce que nous n'avons pas été méticulés, surtout
dans nos prévisions et aussi dans la supervision du projet, parce qu'on ne produisait pas des rapports consistants. Alors l'objectif principal est d'améliorer notre façon de travail, et ce sont des cas concrets qu'il faut mettre en pratique. Ce sont des théories, bien sûr, mais qui vont nous aider à améliorer notre façon de travailler. À travers cette formation, il s'est agi plus d'un renforcement des capacités. Surtout, ces renforcements des capacités touchent ou contribuent à l'amélioration de nos méthodes de travail, des différents rapports techniques que nous pouvons faire et surtout de la méthodologie, comment nous devons procéder. Et je crois que ça a été vraiment bénéfique pour tout le monde, tous les analystes qui étaient présents. Maîtriser les nouvelles méthodes d'évaluation des projets afin d'aboutir à la production des rapports de qualité, c'est l'un des soucis majeurs du directeur général du FPI. Patrice Kitep-Kibonvoul veut bien que tous ceux qui sont au cœur des opérations concernant les processus de financement des projets soient excellents dans l'accomplissement de leurs tâches. Voilà pourquoi cette formation a été assurée par une expertise de haut niveau. Il y a eu plusieurs raisons qui ont motivé l'initiation de cette formation. D'abord, il est recommandé chaque fois de faire un renforcement des capacités parce que les données changent, le monde change, les théories d'analyse aussi changent. Alors il était grand temps que les analystes qui travaillent à la fois à l'évaluation et à la supervision et même ceux qui font les études ex post obtiennent un renforcement de capacité en ce qui concerne les nouvelles théories et pour bien faire le travail. Nos attentes, comme je venais de le dire, c'est pour que l'analyste qui traite le dossier, que ce soit au niveau de l'évaluation du projet, dans la direction des projets, comme celui qui fait la supervision, ce sont des analystes qui se complètent. L'un évalue le projet, l'autre l'accompagne aussitôt qu'il est agréé et financé. Alors, les deux doivent obtenir cette formation-là et se compléter pour donner à l'autorité des renseignements complets et une étude technique du projet qui est incontestable, qui renferme toutes les données dont l'autorité a besoin pour prendre une décision. Tous ces analystes formés doivent maintenant donner des résultats escomptés en vue de se conformer à la vision de la haute direction du FPI, celle de financer autrement des projets à caractère industriel. Gestion du secteur minier congolais, la question hante encore les esprits. Le dernier exemple en date est celui du Conseil économique et social qui a invité les présidents du conseil d'administration de la GECAMIN et président de la FEC à parler des enjeux du code minier révisé. C'était au cours d'une séance académique tenue lundi 3 mai 2021 au siège de cette assemblée consultative. Suivez. Permettre aux Congolais de tirer le maximum des bénéfices du secteur minier, le Conseil économique et social y tient. C'est ce qui a justifié l'invitation lancée au président de la Fédération des entreprises du Congo FEC et président du conseil d'administration de la GECAMIN, Albert Youma, pour aborder minutieusement les contours de la nouvelle loi minière en RDC. C'était l'occasion pour le président du bureau du Conseil économique et social d'insister sur les enjeux du nouveau code minier de la RDC. Jean-Pierre Kiwakana a souhaité que la question soit traitée avec tous les sérieux possibles et que les ressources naturelles du pays ne soient pas à la base du malheur des Congolais, mais plutôt pour son bonheur. De son côté, Albert Youma a reconnu que le nouveau code minier a traduit la volonté du peuple congolais de reconquérir une partie de sa souveraineté économique et industrielle pour assurer son développement, son enjeu principal. L'adoption du nouveau code minier est une première des étapes de cette longue lutte. Son application en est une deuxième, a indiqué le PCA de la GECAMIN. Ce code minier, et c'est tout le sens de l'intitulé de l'exposé que vous m'avez proposé de faire devant vous, est une étape non encore aboutie sur le chemin de la reconstruction de notre richesse minière. Ce code, comme toutes les lois, a été le résultat d'un rapport de force à un moment donné.
mais il n'est en aucune manière la fin d'un processus. D'une part, parce que le code minier révisé n'est pas encore appliqué dans toutes ses dimensions, et d'autre part, parce qu'il devrait encore approfondir certaines matières pour permettre d'atteindre l'objectif de faire des richesses de la RDC tout à la fois le carburant nécessaire au financement de la diversification de notre économie, mais aussi son cœur industriel, au moins pour les prochaines décennies, à même de stimuler la création d'entreprises et de la classe moyenne que nous appelons tous de nos vœux. Signalons que le nouveau code minier regorge en son sein plusieurs avantages, dont la revalorisation des taux de la redevance minière et de nouvelles règles liées à l'apport minimum en capital des investisseurs dans les projets, la valorisation des gisements miniers, la création d'une taxe sur les superprofits, la fin du régime des conventions réglementées, la sous-traitance minière avec ses avantages et autres. Le Conseil économique et social demeure donc préoccupé non seulement par la situation des populations affectées par les activités d'exploitation minière, mais aussi et surtout par la part de bénéfices insuffisante réservée à l'État congolais à la suite de ces activités. Rappelons enfin que pour le Conseil économique et social, cette activité rentre dans le cadre de la préparation de l'un de ses avis sur les enjeux du nouveau code minier révisé en RDC pour lui permettre de comprendre tous les contours de cette question et ainsi de bien l'aborder. La Banque mondiale s'est engagée à décaisser 3 milliards de dollars américains dans les 18 prochains mois en faveur de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé le directeur des opérations de la Banque mondiale, Jean-Christophe Carré, à l'issue d'une audience lui accordée par le ministre des Finances Nicolas Serge Kazadi-Kadima. Notons que d'après le représentant de l'institution de Bretton Woods, cette somme sera affectée notamment dans les domaines des infrastructures routières, de l'énergie ainsi que de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Non et non à la spoliation de l'immeuble du 1er bataillon de la police nationale congolaise se trouvant sur l'avenue du Marché dans la commune de la Gombe. Comme vous le savez, cet immeuble est sous la menace des spoliations et pourtant c'est un bien qui appartient à l'État congolais. Des organisations criminelles sont toujours actives pour déposséder la police de cet immeuble. Regardez. Bâtiment de la première compagnie de la police ville de Kinshasa. Il existe ici depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, il est sous menace de spoliation. L'immeuble est situé sur l'avenue du Marché dans la commune de la Gombe. C'est également ici que les premiers permis de conduire du pays ont été régulièrement produits et délivrés en 1960. Depuis une dizaine d'années, le bâtiment fait l'objet de spoliation. 6 certificats d'enregistrement sont même établis en faveur de 6 spoliataires distincts pour dépouiller l'État de son bien privé, son patrimoine immobilier qui a valeur de musée. Comme si cela ne suffisait pas, un expatrié d'origine asiatique vient de s'ajouter sur cette longue liste noire des spoliateurs. L'individu opère comme toujours avec un réseau obscur dit ESUI, composé de certains magistrats non autrement identifiés, des avocats d'affaires, certains individus se faisant passer comme des officiers supérieurs des forces armées et de la police, ainsi que des fonctionnaires des ministères des Affaires foncières et urbanisme et habitat, une véritable mafia organisée. L'Asiatique vient donc d'acquérir cet immeuble. Pour jouer à la diversion, il a commencé à déployer des conteneurs sur l'avenue des Sénégalais à moins d'1 kilomètre de là pour y loger la centaine de policiers qui travaillent. Il pense avoir toutes les autorités du pays dans sa poche, car il est en train de déloger la police de son bâtiment pour la jeter dehors dans la rue. Quel mépris de l'autorité de l'État. Dans cet imbroglio, qui est alors le vrai propriétaire de l'immeuble est enquéré. Pour répondre à cette question, nous sommes allés à l'encontre de l'ancien sénateur Pascal Massela, ancien commissaire en chef de la police en 1963. L'homme connaît jusqu'au petit détail le secret de ces bâtiments tant convoités depuis une dizaine d'années pour y avoir passé son stage professionnel de policier en 1961. Il nous parle avec son cœur et sans équivoque. Je n'étais pas simplement sénateur, j'étais commissaire du peuple. En quittant la police, j'étais affecté à l'auditorat général. De l'auditorat général, j'étais muté aux anciens combattants. Je suis le tout premier secrétaire général aux anciens combattants.
d'abord directeur urbain de la ville de Kinshasa, directeur urbain des anciens combattants. J'étais muté de la défense parce qu'à ce moment-là, le ministre de la Défense était le chef de l'État lui-même. Depuis 60, cette maison était toujours la maison de la police. Même lorsque j'ai quitté la police territoriale et puis la police était devenue nationale, je suis allé à la police minière et cette maison était là. Il y a des collègues qui travaillaient toujours là-bas. Depuis que je suis là, ça a toujours été à la police. C'est maintenant ce jour ici, après l'arrivée de l'Abdel, que j'entends qu'on a acheté ça. Si quelqu'un dit qu'il a acheté, je ne sais pas comment, parce que vous êtes, je ne sais pas, 3e ou 4e personne qui vient me voir, mais moi je connais cet immeuble-là, c'est l'immeuble de la police. Notre interlocuteur révèle qu'à son époque, il avait aussi géré les bâtiments de l'État et n'a vendu aucun. C'est lui d'ailleurs qui a instauré les contrôles physiques dans l'armée et a fait preuve de transparence et de bonne gouvernance. La maison des anciens combattants qui était là, tout ça c'est moi qui gérais. Même la cité des anciens combattants là, c'est moi qui gérais. Mais je n'ai jamais eu même une parcelle là-bas. Et quand on doit vous parler de contrôle physique, la première personne qui a fait le contrôle physique, c'était moi. Ici. Et chaque fois lorsqu'on payait, il y a de l'argent qui est resté. Le premier mois, je suis allé remettre aux finances 15 mal d'argent. Le deuxième mois, 30 mal. Alors lorsque j'ai commencé à faire le contrôle physique, beaucoup de gens ont fui. Or, dans le listing, il y avait des arbres, il y avait de l'eau, il y avait des animaux, il y avait des poissons. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, alors lorsque je faisais ça, lorsqu'on a changé le général Nyamaseko qui est parti, on a envoyé notre directeur de cabinet. Alors les gens sont allés lui dire, si vous voulez voir clair ici, il faut imiter ce type-là. Parce que chaque fois, l'argent qui reste, il va remettre ça là, aux finances. Alors c'est ainsi qu'on m'imitera. Plusieurs milliers d'immeubles et terrains appartenant à l'État continuent d'être spoliés au vu et au su de ceux qui sont censés les protéger. Rien qu'à Kinshasa, on compte plus de 250 maisons de l'État spoliées. Il faut sévir et rétablir l'État congolais dans ses droits, car l'État, c'est nous tous, on sait, y compris les générations futures. Nous ne devons jamais accepter que les expatriés puissent venir faire chez nous ce que nous ne pouvons même pas oser penser faire chez eux. L'autorité de l'État est une affaire de tout le monde. L'immeuble de l'avenue Van Verden, devenu avenue du marché, risque d'être un véritable déclic pour ces réseaux tant décriés qui spolient même des maisons de paisibles citoyens. Dans tous les cas, l'État sera rétabli dans ses droits, si pas aujourd'hui, même demain. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous y revenons avec force détail dans nos prochaines éditions. Quelles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa? La réponse dans ces commentaires de Philo Choleba Peke Unkani. Commençons cette évolution des prix des produits de première nécessité avec les riz, dont un sac de 25 kg en provenance de la Chine et de la Thaïlande a connu une hausse, passant de 44 200 francs congolais à 44 800 francs congolais, soit une augmentation de 600 francs congolais d'une semaine à une autre. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même constat fait au marché des Matete dans la commune qui porte le même nom, où ce même produit a valu 45 000 francs congolais. Au marché Sombazikida, on peut l'obtenir à 45 200 francs congolais, soit une hausse de 700 francs congolais par rapport à la semaine qui vient de se clôturer. Enfin, au marché Gambela situé dans la commune de Kassavubu, on peut l'avoir à 44 900 francs congolais. Hausse également des prix des poulets sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un carton de Wilkie
Poids 12, contenant 12 pièces, qui se vendait à 65 000 francs congolais, se vend aujourd'hui à 68 500 francs congolais au marché de la Liberté. Même tableau peint au marché des Matete, où ce même produit est passé de 69 000 francs congolais à 71 000 francs congolais. Au marché Somazikida, dans la commune mère de Kinshasa, un carton de poulet Wilkie, qui était à 69 600 francs congolais, se vend aujourd'hui à 72 100 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, ces mêmes cartons coûtent 70 000 francs congolais. Baisse par contre des prix des haricots sur le marché de Kinshasa. Les prix d'un sac de 100 kg en provenance de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, qui s'est négocié il y a peu à 200 $ américains, revient actuellement à 160 $ américains, soit une baisse de 40 $ américains d'une semaine à une autre au marché de la Liberté. Baisse également au marché des Matete, où le produit est passé de 190 $ américains à 165 $ américains. Des 185 $ américains à 150 $ américains au marché Somazikida, et enfin au marché Gambela, il se vend à 155 $ américains. Une baisse des prix des haricots due à son abondance sur les marchés selon les observateurs. Stabilité des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Un sac de 50 kg de la compagnie sucrière de Kwilungongo dans la province du Congo central n'a pas changé de prix. 96 400 francs congolais au marché de la Liberté, 96 200 francs congolais au marché des Matete, 96 300 francs congolais au marché Somazikida et 96 500 francs congolais au marché Gambela. Côté fruits, légère hausse des prix d'un régime de bananes sur les marchés de Kinshasa. Un régime en provenance de Kisantu, dans la province du Congo central, qui se vendait à 7 500 francs congolais, se vend à 8 000 francs congolais, soit une légère hausse de 500 francs congolais d'une semaine à une autre au marché de la Liberté. Au marché des Matete, il est passé de 8 000 francs congolais à 8 500 francs congolais. 10 000 francs congolais au marché Somazikida, alors qu'il s'est négocié à 9 300 francs congolais. 9 000 francs congolais, c'est le prix d'un régime de bananes au marché Gambela. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation du lundi 3 au samedi 8 mai sur les différents marchés de Kinshasa. Sur les marchés d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 7 mai 2021 un dollar américain à 1988,77 francs congolais, 1 euro à 2413,11 francs congolais, un franc CFA à 3,67 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 139,42 francs congolais. Au samedi 8 mai 2021, au parallèle, les taux étaient entre 1990 et 2000 francs congolais, les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa et à 2010 francs congolais, les dollars précisément sur l'avenue Tombalbaye au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international d'Njili, la devise américaine s'est changée à 1950 francs congolais, 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale. À Isiro, dans la province du Haut-Oulé, les billets verts s'est changé à 1990 francs congolais, 2000 francs congolais, les taux observés à Kikwit dans la province du Kwilu, à Mwanda dans le Congo central, à Bunia dans l'Ituri, à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kindu dans la province du Maniema, où un dollar américain a valu 2005 francs congolais, situation renforcée par la rareté du billet vert remarqué dans la ville. On prend à présent les nouvelles des cours de principales matières premières sur les marchés internationaux au dernier fixing du samedi 8 mai 2021 avec Marlène Bassoussou. Les cours du pétrole poursuivent l'ère d'engringolade sur le marché international. Les barils de l'or noir a terminé la semaine en rouge. À Londres, les 153 litres ont coûté 68,26 $ américains, soit une baisse de 0,03%. Baisse également de 0,09% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate, les barils revenant à 64,83 $ américains à New York. Selon le site prixdubaril.com, le cours du pétrole était stable vendredi mais en hausse sur la semaine, partagé entre une situation sanitaire désastreuse en Inde, pays gourmands en or noir et des perspectives économiques plutôt favorables ailleurs dans le monde. Côté produits miniers,
les prix sont volatiles. Le prix de la tonne métrique du cuivre a dépassé la barre de $10 000 américains pour se situer en fin de cette semaine à 10 025,50 $ américains, soit une hausse de 0,65%. Baisse par contre du prix du cobalt de 0,01%, la tonne se négociant à 49 150 $ américains. L'once du métal jaune est restée stable à 0,00% pour la 6e semaine consécutive, la tonne revenant à 1830,53 $ américains. Sur les marchés des produits agricoles, tous les clignotats sont au vert. La tonne du maïs a coûté 773 $ américains, en forte hausse de 2,59%. Hausse également du prix de la tonne du riz de 0,46%, se situe à 14,19 $ américains. Même envolé côté blé de 2,35%, la tonne revenant à 774 $ américains. La hausse se poursuit côté café à 2,04%, dont la tonne a coûté 153 $ américains. La tonne de l'or brun, le cacao, s'est situé à 2463 $ américains, en hausse de 2,84%. Enfin, le coton a gagné 2,67% de sa valeur, la tonne s'est négociant à 90 $ américains. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons ce numéro du magazine Fiscalité et Développement. Merci à vous qui nous avez suivis à partir des provinces du Nord Kivu et d'Elituri. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, où l'état de siège a été décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes de cœur avec vous. Entre-temps, les programmes continuent sur votre chaîne.